Mesdames et messieurs, bienvenue dans Avec Alf. Avec Alf, un podcast qui vous donne l'opportunité d'apprendre sur nos invités. Nos invités viennent d'horizons différents. Ils sont des entrepreneurs, ils sont des hommes de culture, ils sont des acteurs humanitaires qui, au fait, dans leur parcours, ont eu à prouver qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un monsieur, un Malien, qui se trouve à l'international aujourd'hui. Nous n'avons pas pour habitude d'introduire le parcours de nos invités. On les laisse la latitude de se présenter. Et aujourd'hui, je vais juste présenter le nom, donner le nom du moins de la personne. Il s'appelle Adama Coulibaly dit Cool, communément connu sous ses noms. Et il va avoir l'occasion de se présenter. Et alors, Adama, comment ça va? Je vais très bien, Dieu merci. Et merci beaucoup vraiment pour cette opportunité et pour l'invitation. Je suis sensible parce que je crois profondément à la parole posée, à la conversation qui ne cherche pas, disons, à performer, mais à comprendre dans un monde où tout va vite. Prendre 30 minutes, 45 minutes pour penser ensemble est déjà un acte fort. Donc pour moi, ce type d'échange fait partie intégrante, disons, de mon engagement. Merci. Merci beaucoup, Adama. Et c'est un plaisir aussi pour nous de te recevoir sur, avec Alf et de parler de ton parcours et ce que tu as à partager avec les gens. Alors, ma première question, si tu devais te présenter sans aucun titre professionnel, qui es-tu aujourd'hui et quel moment de ta vie t'a le plus façonné? Merci. Je souris en écoutant cette question parce qu'au fait, souvent quand je passe des interviews, y compris pour ce poste, quand on me pose la question de me présenter, au fait, je me présente jamais de façon professionnelle parce que je me dis que voilà, tout un chacun peut lire le CV, aller sur la page de LinkedIn des gens et comprendre. Euh, donc, sans titre, je suis avant tout, je dirais, un homme en chemin, un homme qui essaie de rester cohérent entre ce qu'il pense et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je me vois comme quelqu'un qui est guidé par une boussole interne, et j'ai même dessiné ça, mais pas une boussole qui garantit le succès, mais une boussole qui m'évite de me perdre. Euh, Moi, je viens d'un petit village du sud du Mali, c'est en Golona, dans la région de Sikasso. Mais j'ai grandi comme enfant dans un petit village appelé Tchangui, toujours dans le sud du Mali, dans la commune actuelle de Kadjana et la région de Bougouni. Pourquoi je dis ça? Parce que grandir là-bas, c'est apprendre très tôt que la vie est exigeante. Rien n'est automatique, rien n'est garanti. L'eau, l'école, la nourriture, le temps, tout a une valeur. Et cette enfance m'a, disons, appris la patience, mais aussi la responsabilité. Même enfant, on comprend que chacun a un rôle à jouer. Ce moment passé, ces instants passés à Changi m'ont façonné parce qu'ils m'ont donné je dirais, un rapport très concret au réel. Je n'ai jamais idéalisé la vie, mais je n'ai jamais cessé d'y croire non plus. J'ai appris très tôt qu'on peut venir d'un endroit simple sans avoir une pensée simple et que la profondeur ne dépend pas du lieu, mais de l'attention que l'on porte au monde. Euh, Si je dois résumer, je dirais que ce n'est pas l'endroit d'où l'on part qui compte, c'est la manière dont on apprend à regarder plus loin. Voilà, disons en quelques mots, si je devais me présenter sans parler de métier, ce que j'allais dire. Ok, d'accord. Mais c'est super. Adama, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire. Surtout, le plus important, c'est d'où tu viens et la trajectoire que tu te donnes. Euh, à quel moment as-tu compris que ta trajectoire personnelle allait dépasser ta propre personne et toucher un monde global ou quand même atteindre des vies, à les changer aujourd'hui à travers ton parcours? Je pourrais dire peut-être c'est plusieurs moments, mais si je devrais le résumer,
je ne l'ai pas compris comme un moment précis, mais comme une prise de conscience progressive. Un processus, ok. Oui. Au fil de mon travail, pendant plus de 30 ans maintenant, dans le développement et l'humanitaire, j'ai vu comment des décisions prises dans des bureaux lointains et climatisés se traduisaient par des réalités très concrètes sur le terrain. Et si tu regardes mon parcours, je l'ai commencé vraiment comme en première ligne, en Guinée forestière, à Guéguédou, et à ce niveau. Donc, j'ai vu tout le parcours. Donc, comme je le disais, ces décisions se traduisent souvent par des réalités très concrètes sur le terrain, parfois positives, parfois très lourdes de conséquences, et j'en ai vu. À partir de là, je ne pouvais plus considérer mon propre parcours comme, disons, comme une aventure strictement personnelle. J'ai compris que chaque position occupée est aussi une responsabilité morale. Et cela a profondément changé mon rapport au pouvoir, mon rapport au succès et même mon rapport à l'ambition. J'ai arrêté de me demander uniquement qu'est-ce que cela m'apporte, pour me demander qu'est-ce que cela produit autour de moi. Et cela m'a aussi appris la modestie. On ne sauve personne. Souvent dans le développement, on pense qu'on sauve les gens. On ne sauve personne, mais on peut éviter d'aggraver certaines choses. Et parfois, c'est déjà énorme. Dès que ton travail affecte la vie des autres, pour moi, l'innocence n'est plus une option. C'est ce que je dirais. Donc, en résumé, c'est pas un moment, mais un processus, comme tu le disais. Ok. Alors, j'ai bien compris, tu disais que ton parcours a commencé en Guinée jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que tu occupes une fonction globale au sein d'une grande ONG internationale aujourd'hui, basée à Nairobi. Ton parcours t'a amené du local au global. Quelle a été la transition intérieure la plus difficile et quelle expérience t'a le plus transformé humainement? C'est une bonne question. La transition interne la plus difficile. Pour moi, cette transition a été de ne pas me laisser absorber par les codes du global. Ces espaces sont grands, ces espaces sont puissants, structurés et parfois impressionnants. Ils peuvent donner l'illusion que la complexité est une preuve d'intelligence et de sagesse et que la distance est une preuve d'objectivité. Moi, j'ai dû apprendre à, je dirais, à naviguer, je peux appeler ainsi, dans ces espaces sans perdre mon lien avec le réel, sans perdre mon lien avec le local, à accepter que je pouvais apprendre de nouveaux langages, de nouveaux codes, sans réellement abandonner ma manière de penser, à rester enraciné tout en étant mobile. Donc, ce qui m'a le plus transformé humainement, je dirais que ce sont les moments où, disons, j'ai accepté de ralentir, de me taire, d'écouter et d'écouter vraiment. Et ces moments où l'on se rappelle que le cœur de notre travail n'est pas la stratégie, mais l'humain. Parce que plus un système est complexe, plus il a besoin de personnes capables de rester simples. Et moi, en tout cas dans mon travail, j'essaie toujours de rendre ce système qui est très complexe assez simple et humain. C'est ce que je dirais en résumé. Ok. C'est super, c'est quand même touchant ce que tu viens de dire. Et surtout, quand tu essayes d'écouter, et surtout aujourd'hui, les fonctions de leadership requièrent certainement un certain nombre de codes
et la modestie, l'écoute active sont assez importants dans ça. Mais dans le monde des ONG, on parle beaucoup de la décolonisation. Mais on reste souvent dans les concepts. Je lis souvent tes écritures, tes écrits sur LinkedIn, à travers le blog que tu as lancé depuis un bon moment. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la vie quotidienne des Africains quand on parle de décolonisation, surtout dans le domaine du développement et l'humanitaire? La décolonisation, c'est un sujet qui me passionne. Et mes positions, souvent, je dirais pas mon cause du tort, mais de gros défis, parce que il faut reconnaître que qu'on l'accepte ou pas, euh, le monde du développement est toujours un monde colonisé. Parce que la plupart ou presque la presque totalité des grandes organisations internationales de nos jours ont été nées au fait après la Seconde Guerre mondiale, donc au moment de la colonisation. Donc, ces organisations ont été nées et façonnées ainsi. Donc, ce qui fait que le tissu colonial continue toujours dans les pratiques, dans les politiques et dans les façons de faire les choses. Mais pour moi, la décolonisation vraiment commence bien avant les politiques publiques. Elle commence dans la tête. Euh, un de mes auteurs préférés a dit que the mind is the first colony. Donc, l'esprit est la première colonie. Parce que ça commence dans la tête. Elle commence quand on cesse de se définir uniquement par rapport à des normes extérieures. La décolonisation, je veux dire. Quand on accepte que nos manières de penser, nos cultures, nos traditions, nos priorités sont légitimes. Dans la vie quotidienne, cela signifie très concrètement qui décide, qui a la parole, qui est écouté et qui est simplement toléré. Je dis ça parce que même dans mon rôle et dans mes rôles précédents, c'est regrettable de le dire, mais étant malien, africain, francophone, je suis obligé de démontrer 2 à 3 fois plus peut-être que mes collègues qui sont blancs, anglophones et qui sont hommes. C'est ça la triste réalité. Donc cela signifie finalement faire confiance aux capacités locales pour moi. Accepter que la solution la plus durable n'est pas toujours la plus sophistiquée. Décoloniser, ce n'est pas se fermer au monde non plus. C'est y entrer avec, je dirais, une colonne vertébrale assez solide. Et si je devrais résumer, je dirais la vraie décolonisation commence le jour où l'on cesse de se demander, où l'on cesse de demander la permission d'exister. Mais pour le moment, malheureusement, on demande toujours la permission d'exister. Voilà ce que je peux dire. Wow, wow. Peut-être que ça va m'amener à une question de transition par rapport au type de leadership qu'on a aujourd'hui. Quel type de leadership refuses-tu catégoriquement d'incarner selon toi? Et que doit désapprendre un leader africain pour être réellement transformationnel aujourd'hui dans le contexte actuel? Je refuse le leadership fondé sur l'ego, sur la peur ou sur la domination. Je pense que celui qui confond contrôle et autorité, celui qui a besoin d'écraser pour exister. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, qu'un leader africain transformationnel, un leader tout court, doit désapprendre plusieurs choses. L'idée qu'il doit tout savoir, qu'il doit tout décider,
et qu'il doit être validé de l'extérieur. Pour moi, le vrai leadership commence quand on accepte de partager le pouvoir et de créer les conditions pour que d'autres autour de toi ou ailleurs grandissent. Donc, pour résumer, je dirais un leader, c'est tout simplement un leader qui empêche, voilà, je refuse d'être ce leader qui empêche les autres de grandir. Parce qu'un leader qui empêche les autres de grandir finit toujours par rétrécir lui-même. Ok, en quoi faisant par exemple? Voilà ce que je peux dire en résumé. Oui, le leader qui se rétrécit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il finit par se rétrécir lui-même parce que c'est un concept qu'on a besoin de bien développer, surtout là où tu parles la différence entre l'autorité et le contrôle. Mhm. Pour quelqu'un qui ne comprend pas ces concepts, peut-être il va dire que c'est la même chose. C'est quoi la différence entre le contrôle et l'autorité? Alors d'abord, pour la première partie, un leader qui empêche les autres de grandir finit toujours par rétrécir lui-même. Mhm. Euh, Parce que, au fait, un leader est quoi sans, au fait, les gens qui sont autour de toi? Si finalement, euh, tu empêches les gens qui sont autour de toi de grandir, du coup, tu vas te retrouver seul dans un espace vide. Et quand tu es seul, forcément, une personne seule est rétrécie. La même chose va, disons, s'applique un peu à la connaissance. Euh, un leader qui ne partage pas ses connaissances, au fait, pensant au fait que c'est du pouvoir, mais en réalité, non. Parce que la connaissance est l'une de ces rares choses dans ce monde qui se démultiplie quand on la partage et qui, malheureusement, se détériore quand elle n'est pas partagée. Donc, le leadership, c'est pareil. Quand tu soulèves les autres, tu te soulèves toi-même. Quand tu rétrécis les autres, tu ne termines pas de te rétrécir. Et quand je dis le leader qui confond contrôle et autorité, souvent les gens pensent que, en tout cas moi j'en ai vu tellement, y compris par certains de mes propres superviseurs par le passé, qui utilisent toujours leur autorité pour contrôler. Le défi avec ça, c'est qu'au fait, tu règnes avec la peur. Et c'est jamais la meilleure façon de contrôler. Ok. La meilleure façon de contrôler, c'est au fait de lâcher prise. C'est un peu comme quand tu remplis ta main de sable. Mhm. Quand tu coinces ça dans ta main, au fait, le sable s'envole, ça quitte ta paume. Mhm. Mais quand tu laisses ta main ouverte avec le sable, au fait, le sable reste. En fait, c'est l'image qui me vient en tête. Ok. Donc, le leader qui contrôle a tendance à enfermer son poignet sur le sable, pensant qu'il contrôle le sable, mais non. Le sable, en ce moment, trouve un moyen de s'échapper. Mais la meilleure façon de contrôler, c'est tout simplement de lâcher prise. Tu laisses ta paume ouverte, le sable reste. Excellent. Wow. Ça, c'est une très belle illustration. J'avoue que je suis régulièrement, comme je le disais tantôt, les publications. Tu as cette facilité d'illustrer les choses par des images assez parlantes. Et pourquoi Adama écrit? Est-ce d'abord un besoin personnel ou un acte militant ou une responsabilité morale? Et comment tu concilies cette écriture avec ton travail professionnel? Yeah, ça, c'est une très belle question. Pour moi, écrire, travailler et vivre euh, sont indissociables pour moi. Ce ne sont pas
trois sphères séparées, parce que c'est comme ça on a tendance à les considérer. Mhm. Ce que j'ai vu au travail et dans la vie Mhm. nourrit ce que j'écris. Ok. Et ce que j'écris m'aide à être plus lucide, plus posé, plus cohérent dans mon travail, tout comme dans mes relations. Donc, du coup, l'écriture devient pour moi un outil de transformation. Elle me permet de transformer l'expérience en apprentissage, euh, parce que sans cela, on accumule des situations, des responsabilités et même des tensions sans toujours en tirer du sens. Mhm. Mon blog Positive Minds est né de cette conviction. Réfléchir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc, moi, j'écris surtout pour les jeunes Africains, pour les faire gagner du temps, pour, pour leur éviter certaines erreurs que j'ai faites plus jeunes, euh, mais pas pour leur dire quoi faire, mais pour leur dire attention, j'ai déjà essayé ce chemin-là. Donc, pour moi, une expérience n'a pas de valeur que lorsqu'elle est transformée en leçon partageable. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Parce qu'après avoir travaillé 30 ans dans le monde du développement et de l'humanitaire, euh, il y a forcément beaucoup de choses qu'on a appris. Et comme on le dit au Mali, tu sais, 10 ans en train disons de chercher les ânes. Voilà. Si tu ne parles pas le langage de l'âne, tu connaîtras beaucoup de petits chemins. Ça, c'est sûr. Euh, Ouais. Ok. Et comment tu... Je me rappelle bien, j'ai lu un article que tu as écrit récemment suite à une maladie. Et tu es tombé malade et tu as tiré un certain nombre de leçons. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les leçons apprises suite à ça? Tout ne tient qu'à un seul fil, hein, car ça peut basculer à tout moment. C'était un peu ça la leçon. oui, oui. Ça a été une très, très belle leçon de vie pour moi. Je pense que souvent, peut-être pour parler de ça, peut-être le contexte. Je suis malheureusement quand même moi-même dans cette erreur, même si c'est quelque chose que je dis souvent aux autres, éviter. Mhm. Quand on est dans des positions de leadership, on peut, si on ne prend garde, on peut penser qu'on est un super-héros. Mhm. Euh, mais nous sommes des humains. Mhm. Euh, et moi, personnellement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai ignoré les signaux d'alarme que mon corps m'envoyait. Ok. Et à force de les ignorer, donc forcément, les choses se détériorent. Mhm. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à l'hôpital parce que mon épouse a insisté, Mhm. sinon ça aurait été plus grave. Euh, et arrivé là-bas, les médecins m'ont dit que tu étais à quelques minutes du coma. Tu te rends compte. Et Wow. donc, j'ai fait une semaine en soins intensifs. Et j'ai tiré quelques leçons de ça. J'en ai tiré 10, mais je vais juste peut-être mentionner deux ou trois. Euh, la première des choses, évidemment, la vie tient à très peu. La vie tient à un fil. Mhm. Et, et pour moi, je crois que ce fil était entre le moment où mon épouse a insisté Mhm. et arrivé à l'hôpital à quelques minutes avant de tomber dans le coma. Mhm. Je pense que si c'était pas ça, ce fil allait forcément se rompre. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Ok. L'autre Juste, chose, oui, oui, je vais oui, juste, sur cette opportunité, euh, oui, il arrive des fois, tu es en expatriation, heureusement, tu es mhm, avec la famille. oui. Imagine quelqu'un qui serait seul, qu'est-ce qui allait se passer? Alors, moi, j'imagine que si j'étais seul, j'allais tout simplement continuer l'automédication comme je le faisais Mhm. et que peut-être je serais tombé dans le coma à la maison seul.
Je pense que quelqu'un qui est seul, ça allait être malheureusement l'issue. Et si tu n'as pas d'amis ou d'autres personnes peut-être qui viennent te rendre visite de temps en temps, on peut dire que c'est la mort assurée. Malheureusement, il y a des cas comme ça qui sont survenus dans le monde du développement. Des gens qui sont dans des endroits non accompagnés, dans des postes non accompagnés, qui se retrouvent dans ce genre de situation sans, sans personne. Ça arrive. Donc moi, je rends grâce à Dieu que, voilà. Et d'ailleurs, c'est l'une des leçons que j'ai partagées dans mon article. J'ai dit quand j'étais à Goma, Mhm. en République démocratique de RDC, il y a 3 ans, euh, c'était non accompagné. Euh, je pouvais être dans la même situation là-bas, sans avoir quelqu'un pour, pour me pousser à aller à l'hôpital, mais pire, ne pas avoir les infrastructures socio-sanitaires qu'il faut, parce qu'à Goma, il y en a tout simplement pas. Et je pense que c'est l'une des leçons que moi j'ai eu à apprendre, que euh, au fait, avoir une assurance médicale ne suffit pas. Moi, j'ai une assurance médicale de mon employeur, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit associé à l'accès à des soins de santé. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que une assurance médicale n'allait pas me sauver la vie à Goma. Donc ça, c'est une leçon que j'ai eu à apprendre aussi. L'autre leçon assez importante pour moi aussi, c'est peut-être qui est assez étroitement lié à mon travail aussi, c'est tout ce, je pense que l'hôpital aussi m'a permis de voir clairement les inégalités de ce monde. Ok. Euh, Moi, j'étais là sur mon lit d'hôpital. Mhm. Euh, c'est les sages-femmes qui passaient tout leur temps à côté de moi. Mhm. Évidemment, les médecins faisaient des visites de temps en temps, prescrivaient faisaient des prescriptions de médicaments et ainsi de suite. Mhm. Mais le gros du temps, c'était avec les sages-femmes toute la nuit, toute la journée. Mais malheureusement, c'est le travail peut-être le moins valorisé dans les structures sanitaires. Et l'autre inégalité qui était frappante pour moi, parce que c'était un grand hôpital, partout où tu tournais, que ce soit les médicaments, ton lit d'hôpital, que ce soit les équipements et tout, tous avaient des logos de ces grandes disons, entreprises pharmaceutiques. Mhm. Euh, et quand tu regardes au finish, ce sont ces grandes entreprises au fait qui, disons, la plus-value, ça les revient en réalité. C'est pas aux médecins, c'est pas aux infirmières. Et cette réalité était là, frappante à mes yeux. Et je pense que c'est pour ça que moi, je fais aussi le travail que je fais aujourd'hui, parce que je le savais déjà, mais quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu te rends compte qu'au fait que tu es privilégié et que ce privilège, tu dois le transformer en responsabilité pour que d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que toi utiliser ton privilège pour voir dans quelle mesure, au fait, tu peux les accompagner. Et c'est ce que je fais à travers tout ce que je fais, y compris mes écrits. Wow, wow, wow. C'est extrêmement poignant ce point parce que quand je repense en fait, à tout ce que tu peux avoir l'argent, comme tu disais, et tu as l'assurance, mais tu n'as pas, si tu n'as pas l'infrastructure, ça revient à la même chose. Et on en voit en longueur de journée. Et pour toi, tu as fait un certain nombre de pays. Je sais quand même, j'ai suivi un peu. Je pense que c'est à partir de la RDC que j'ai commencé à Mhm, suivre un peu tout ce que tu faisais avec IRC à l'époque. mhm. Et parmi les pays que tu as eu l'opportunité de visiter, lequel t'a le plus impacté et pourquoi?
positivement comme avec des défis, bien sûr, tu as le choix de revenir sur ça. Pour moi, si je peux utiliser ce thème, je dirais que les années d'or de ma carrière professionnelle, je les ai passées en Guinée. Et j'explique pourquoi. D'abord, j'ai commencé en Guinée comme stagiaire. Avec toute ma folie de jeunesse à l'époque, j'ai décliné des offres d'emploi pour, euh, pour, pour être stagiaire à plan international en Guinée. Parce que tout simplement, je voulais être dans le monde du développement et que les deux autres offres d'emploi que j'avais étaient du secteur privé, notamment avec des bureaux d'études, un bureau d'études française, un bureau d'études français et une entreprise française, bien payée d'ailleurs. Mais j'ai pris, disons, ce poste de stagiaire que je me rappelle être payé autour de, enfin, disons, il y avait une prime de subsistance autour de 50 000 francs CFA par mois pour un ingénieur bac plus 5. Mais j'ai accepté et j'ai fait une année avec cette prime. J'ai même économisé. euh, mais pourquoi je reviens sur cette expérience? Parce que je pense que ça a été l'expérience qui m'a formé. J'ai eu, je dirais, je dirais même la bénédiction, je ne dirais pas la chance. Je pense que j'ai eu la bénédiction de tomber sur un superviseur, mon directeur payé à l'époque, qui était un Américain, juste de nom, mais qui avait une vision tellement transformatrice du développement. Et les années que j'ai passées avec lui, euh, je dirais, ces années équivalent à un master ou un doctorat. Et parce que Et c'est avec lui que j'ai appris au fait qu'on ne développe pas quelqu'un. Un jour, il m'a dit, quand je lui ai posé la question assez naïf au début par rapport à s'il pouvait m'expliquer vraiment la mission, la vision des plans en termes très simples, parce que j'ai lu et relu, c'est trop abstrait pour moi. Bon, alors, il a dit quelque chose que j'utilise tout le temps. Il m'a dit ceci, il dit, imagine un peu que l'enfant, la famille ou la communauté, c'est un arbre. Et dit, l'arbre va grandir, qu'on soit là ou pas. L'arbre trouvera les moyens de tirer les nutriments de l'eau du sol. Ça peut être compliqué, mais l'arbre va pousser. Notre rôle, c'est d'accompagner cette croissance en apportant peut-être un peu plus d'eau parce que le sol est sec, en apportant peut-être un peu plus de nutriments parce que le sol est appauvri, mais la croissance de l'arbre appartient à l'arbre. Et je pense que moi, ça m'a tellement aidé et c'est ça qui me guide. Malheureusement, dans notre secteur, on pense, et beaucoup pensent d'ailleurs, au fait qu'on peut développer les enfants, les familles, les communautés à leur place. Non. Ce sont des arbres qui vont trouver les racines pour pousser, qui vont trouver les nutriments et l'eau nécessaire dans le sol pour pousser. Notre rôle, c'est de les accompagner, mais pas se substituer à eux. Donc, c'est pour ça que je parle de cette expérience parce que ça m'a forgé qui je suis aujourd'hui comme professionnel. C'était pas facile parce que j'étais quelque part où il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, où j'étais ce qu'on appelait entrecouché, donc une petite chambre où en fait je dormais en même temps que ma moto et tout. Mais j'ai adoré cette vie. Voilà ce que je repars toujours à cette expérience en Guinée. L'expérience guinéenne Ouais. qui t'a forgé et devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ouais.
Adama, tu as écrit un livre sur l'Odyssée. Le livre s'appelle L'Odyssée du leadership. Certainement, avec le montage, je laisserai la couverture pour que les gens puissent savoir Mhm. ceux qui souhaitent se procurer de ce livre-là. J'ai eu la chance de me procurer d'une copie à travers Amadou Bokoum à Dakar en 2024. Et c'est un livre qui parle un peu de... Peut-être on aura l'occasion de revenir exclusivement sur ce livre parce que c'est Mhm. ça. Mais comment tu as eu l'idée d'écrire un tel livre qui retrace un peu les leçons, surtout à travers ta maman qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui a certainement formé euh, ce jeune qui a quitté un village où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité pour se retrouver au niveau mondial aujourd'hui. Ouais, l'Odyssée du leadership, comme tu le sais, c'est un 24 leçons, comme le cycle de la journée, 24 heures. C'est pas une seule inspiration. Je pense que si je dois résumer, je dirais que c'est trois inspirations. Évidemment, la première inspiration, euh, et la plus forte d'ailleurs, vient de ma maman, qui est de, qui est de l'ethnie malinké. Comme tu le sais au Mali, on le dit, c'est les maîtres de la parole. Mhm, Et enfin, je me rappelle que, voilà, en tout cas, tous les enfants autour, chaque nuit, on venait autour du feu et elle avait des contes, des devinettes, des proverbes et elle avait cette grande capacité je dirais, à dire beaucoup en disant peu. mhm, Euh, euh, donc, et à simplifier, en tout cas pour nous les enfants et mes camarades d'alors, à simplifier tellement les choses. Donc, je pense que cette sagesse de dire beaucoup en peu et de simplifier la complexité, j'ai voulu au fait un peu transcrire ça dans le livre. Donc ça c'était la première inspiration. La deuxième inspiration, c'est euh, comme tu peux imaginer, je lis beaucoup parce que pour écrire beaucoup, il faut lire beaucoup aussi. Les deux se nourrissent. mhm, Et j'ai lu beaucoup de livres sur le leadership. Euh, et j'ai été à un moment donné assez frustré par deux choses. Première chose, il n'y avait pas, au fait, j'ai pas rencontré beaucoup de livres de leadership, mhm, disons, écrits par des auteurs africains. mhm, C'est souvent des romans. Je n'ai rien contre les romans. mhm, Mhm. Euh, mais je disais que leadership management, ça peut aussi transmettre quelque chose à la nouvelle génération. mhm, Mais il n'y avait pas vraiment assez d'auteurs africains en tout cas francophones, d'auteurs africains francophones sur cette thématique. Et la plus grande frustration, c'est qu'au fait, tout ce qui était concept de leadership de management était présenté avec le prisme de l'Occident. ok. Et quand je lisais et religeais ces concepts, il y a des fois, je me disais que ça ne s'applique pas à nous, tout ça. Mhm, Et ça m'a. J'ai fait la connexion finale avec ma maman qui dit, mais il y a tellement de sagesse en leadership dans nos cultures, dans nos traditions, mhm, et que c'était une opportunité de le valoriser. Donc ça, c'était la deuxième inspiration. Comment, en fait, disons, je dirais, comme on le dit, flip the script. Donc, changer de script, mettre de l'Occident, en fait, à une perspective africaine. mhm, Après, disons, la dernière inspiration, c'était, je dis que bon, après 30 années dans le monde du développement et de l'humanitaire, j'ai tellement vu et revu, vécu et revécu des, des styles de management et de leadership, euh, souvent qui m'ont inspiré, mhm, mais d'autres aussi qui m'ont vraiment laissé à penser. Donc, je dis que j'ai quelque chose à donner en retour. mhm, Donc, le livre, finalement aussi, tout ce qui se trouve dans le livre, il y a des petites histoires, c'est des expériences personnelles que j'essaie de présenter voilà, sous forme d'histoire. Donc, ce sont en fait ces trois inspirations. Donc, pour moi, comme tu l'as dit, ce livre, avant tout, a été profondément inspiré par ma maman. Et en la regardant vivre, j'ai compris très tôt que le leadership le plus puissant mhm, est souvent silencieux.
Elle portait énormément de responsabilités sans jamais les nommer. Mhm. Elle avançait sans discours, sans posture, sans reconnaissance. Mhm. Et ce livre, quelque part aussi, est né de cette observation. Il parle de leadership, mais surtout de tenue intérieure, Mhm. euh, de cette capacité à rester debout quand personne ne regarde. Mhm. Il parle de doute, de fatigue, de foi, de constance. Mhm. Il dit que le leadership n'est pas un costume que l'on enfile, Mhm. mais une manière de porter la vie. Parce que pour moi, le leadership commence souvent Mhm. bien avant qu'on ne lui donne un nom. Ok. Wow. Merci beaucoup, Adama, pour toutes ces inspirations et surtout pour ta contribution parce que tu contribues énormément pour ceux qui ont l'occasion de te suivre à travers Positive Mind ou à travers ton blog et même ta chaîne ou ton groupe WhatsApp où tu partages régulièrement. Euh, comment je suis impressionné, Adama, par la constance. Chaque jour, il y a une publication. Chaque jour, il y a une publication. Et beaucoup veulent faire pareil, mais ils ne savent pas comment. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là qui souhaitent aussi être dans l'écriture régulièrement? Je sais que tu en as parlé un moment, c'est le vécu au quotidien. Je me rappelle, j'ai lu, j'écoute régulièrement John Maxwell qui dit il fait 5 choses chaque jour et parmi ces 5 choses, il y a l'écriture. Est-ce que c'est exactement la même chose aussi que tu appliques, la régularité dans la façon? Comment tu fais et est-ce que tu as des idées ou des astuces à donner à ceux qui auront l'occasion de suivre ce podcast? Beaucoup de gens me posent cette question depuis toujours d'ailleurs. Et je me rappelle même un de mes collègues leader aussi dans ma propre organisation, un jour m'a dit euh, est-ce que tu utilises ChatGPT pour écrire? Et puis, je l'ai référé à mes tout premiers blogs sur Positive Mind, qui dataient évidemment de 2019-2020. Euh, et qu'il il est parti lire. Après, il est revenu et dit que oh, j'ai même été beaucoup plus inspiré de ça que ça. C'était ma réponse. Et, mais pour moi, la réponse simple est dans une citation d'Aristote que j'aime beaucoup. Il dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Donc, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Je pense que ce qui se passe quand quelqu'un comme moi écrit depuis très longtemps et régulièrement, avant même mon blog, mais avec mon blog, c'est devenu encore beaucoup plus régulier. Donc, quand tu le fais régulièrement, c'est comme un footballeur professionnel. Tu répètes tellement le même geste que finalement, ça devient naturel. Mais pour les autres, c'est forcément difficile. Oui, naturel. Voilà. Donc, pour moi, le conseil que j'ai à donner aux gens, et c'est parce que c'est ça le plus difficile, quand l'habitude se crée par la constance et la répétition. Quand tu écris un petit article aujourd'hui et que tu en écris demain, après maintenant, tu arrêtes, 2 semaines plus tard, tu te relances, c'est pas comme ça que tu vas bâtir l'habitude. Okay. Malheureusement, c'est comme ça aussi beaucoup de gens fonctionnent. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut la régularité et la constance. La deuxième chose, c'est qu'il faut forcément trouver une niche qui te passionne. Parce qu'une niche peut ne pas te passionner. Il faut une niche qui te passionne. Et Adama est passionné par le leadership. Ouais. Moi, je suis passionné par le leadership et je suis passionné par la question de décolonisation de l'écologie. Donc, si tu regardes mes écrits, c'est souvent autour de ces deux thèmes. Et j'essaie, au fait, un peu le fil
conducteur entre ces deux thèmes, c'est toujours la sagesse africaine. Souvent, tu vois que je fais référence souvent aux proverbes maliens, aux proverbes africains, toujours. Donc, c'est un peu. Donc, localisation, décolonisation, un thème, leadership et management, l'autre thème, et maintenant, j'utilise la sagesse classique malienne pour les interconnecter. Donc, ça, c'est ma niche. Okay. Et j'écris tout sous, disons, avec disons, ces deux perspectives. Ça, c'est hyper important. Donc, la troisième chose que je dirais, peut-être qui paraît un peu, qui n'est pas évidente, c'est aussi d'avoir un cadre. Parce qu'au fait, et qui est un style. Parce que quand tu écris un article aujourd'hui, c'est un style. Demain, c'est un autre style. Tu n'es pas constant. Donc, si tu regardes, moi, mes petits articles que je publie à travers LinkedIn ou sur ma chaîne WhatsApp, c'est toujours la même structure. Toujours la même structure. Et ça termine toujours par une leçon de morale. Donc, vu que c'est toujours la même structure, donc l'écrire devient facile. Parce que tu écris toujours avec la même structure. C'est quand tu changes tout le temps de structure, tu sors du coq à l'âne, que ça devient hyper compliqué. Donc, avoir, bon, c'est pas venu tout de suite du jour au lendemain, mais c'est quelque chose que j'ai testé et retesté. Donc, finalement, j'ai trouvé, disons, ma structure. Et j'essaie d'écrire dans cette structure. Jusqu'à récemment, c'était structuré en 5 petits paragraphes. Je trouvais que c'était un peu long. Maintenant, si tu regardes les derniers, je les structure en 3 petits paragraphes où j'explique un peu quelle est la tension avec et puis maintenant je dis quelles sont les conséquences de cette tension, et puis le troisième paragraphe où je dis finalement qu'est-ce qu'on peut faire au fait pour ne pas être victime de cette tension. Donc je sais en 3 paragraphes qui est beaucoup plus facile à écrire. Donc un résumé, avoir une niche, Janin, de la constance, comme le dit Aristote, et puis finalement avoir vraiment une structure claire que tu suis. Et quand tu fais ces 3 ensemble, n'importe qui peut aussi être quelqu'un qui écrit de façon régulière comme je le fais présentement. D'accord. Ok, merci beaucoup Adama. On est presque à la fin. Je pense qu'on va essayer de clôturer et pour certainement avoir l'occasion dans l'avenir de faire notre épisode. Si ton parcours devait transmettre aujourd'hui une seule leçon aux générations futures, quelle serait-elle et comment aimerais-tu que l'on parle de ton héritage dans 20 ans, au-delà de tes postes et de tes titres? Pour moi, la leçon serait simple, surtout pour la nouvelle génération. Et je leur dirais, si j'avais un jeune en face de moi, et je dirais, avance avec ta boussole, pas avec les applaudissements. Les applaudissements sont bruyants, mais ils sont aussi temporaires. La boussole est silencieuse et durable. Dans 20 ans, j'aimerais qu'on dise que j'ai essayé d'ouvrir des chemins et des voies, pas d'occuper des places, que j'ai transmis plus que j'ai accumulé, et que je suis resté fidèle à l'essentiel. Parce qu'au finish, pour moi, un héritage ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu laisses grandir. Ce sera, voilà, ce que je pourrais dire, en résumé. Merci beaucoup, Adama. Je n'ai pas eu l'occasion de te poser la question au milieu des échanges, mais j'aime bien poser cette question par rapport aux valeurs qui guident mes invités au quotidien. Peut-être je vais revenir sur cette question-là et quelles sont les valeurs qui guident Adama au quotidien? Je sais que j'ai piqué un peu à travers les échanges, mais j'aimerais quand même poser la question et qu'on arrive à bien structurer cette réponse. Quelles sont les valeurs
Et c'est quoi l'importance d'avoir des valeurs dans nos vies au quotidien? Alors, ça c'est l'une des questions à laquelle moi, j'ai réfléchi il y a plusieurs années et finalement, j'ai répondu de façon très structurée et j'ai même développé un document visuel qui s'appelle Ma boussole de vie. OK. Et ça résume vraiment, disons, qui je suis et mes valeurs. OK. Et dans cette boussole de vie, je me suis fixé une mission de vie parce que tout part de là. Et c'est cette mission de vie finalement qui détermine tes valeurs. Et cette mission de vie, elle est très simple mais profonde. C'est d'apprendre tout au long de ma vie et d'utiliser mes connaissances et mes compétences pour, disons, accompagner d'autres personnes à grandir, à se développer et à prospérer. Donc, tout ce que moi je fais, ça tourne autour de ça. Et je me suis dit, pour le faire, je me suis, disons, imaginé une boussole qui me guide. Et comme toute boussole, il y a les quatre coins cardinaux, mais aussi il y a en fait l'aimant, l'aiguille qui est au centre, en fait, qui donne la direction. Donc, ce qui fait 5. Donc, pour moi, la première valeur est en fait le centre de la boussole qui guide les mains. Et ça, je l'ai appelé la foi. Okay. Certaines personnes pourront dire que ce n'est pas une valeur, mais pour moi, c'est une valeur cardinale. Et j'ai dit, en tant que musulman, je foi en Dieu. Ça, c'est inébranlable. Mais j'ai foi en moi aussi, en moi-même. Parce que si je me dis que je n'ai pas foi en moi-même, personne ne le fera à ma place. Mais aussi, j'ai foi aux autres. La première fois que je rencontre quelqu'un, je donne ma confiance à 100%. Je n'attends pas que la personne gagne ma confiance, contrairement à beaucoup de personnes. Parce que c'est épuisant d'attendre que quelqu'un gagne ta confiance. Je donne ma confiance à 100%. Je dis à la personne, d'ailleurs les gens de mes équipes le savent, je dis, OK, j'ai tout donné. Maintenant, si ça descend à 80%, je n'ai rien perdu, c'est toi qui as perdu 20%. OK. Et ça marque les gens. Et j'ai dit aux gens, si ça descend au-dessous de 50%, il faut savoir que nos relations, ça va être compliqué. Et j'ai dit quelles sont les choses qui font que ça va descendre, disons, le niveau du baromètre. Donc, la foi, pour moi, est centrale. C'est le moteur de la boussole. Après, il y a les 4 coins cardinaux, sans ordre spécifique. Premièrement, c'est l'altruisme. Je suis une personne altruiste de nature. Je me tourne toujours vers les autres, de servir les autres, de les accompagner, sans rien attendre en retour, comme Nelson Mandela le disait. Il dit le meilleur don, c'est de pouvoir donner à quelqu'un sans rien attendre en retour. Et moi, c'est comme ça. Et particulièrement si ces personnes sont dans une situation de vulnérabilité. Donc ça, c'est un des 4 points cardinaux de la boussole. L'autre, c'est l'apprentissage et le partage. Je les mets ensemble parce que pour moi, ce sont des jumeaux. Parce que dans ma nature, au fait, maman me disait tout le temps, et j'ai retenu ça, c'est ouvrir mes yeux, avoir des oreilles qui sont attentives et être constamment curieux. C'est d'écouter, d'apprendre, et ce que j'ai appris, c'est de le passer aux autres. Parce qu'en réalité, si tu apprends quelque chose et que ce n'est pas transféré à d'autres personnes, au fait, à quoi sert l'apprentissage? Si tu le gardes, ça se perd, ça se dissipe. Donc, c'est pour cela que je dis apprentissage et partage. Tu apprends, tu partages. Et plus tu partages, plus tu apprends. L'autre valeur, c'est presque contagieux dans mon équipe, c'est la pensée positive. Moi, je dis tout à l'heure, tu me mets dans une pièce complètement sombre, je vais essayer de voir quelle est la petite lumière qui rentre
dans cette pièce. Et je me focalise sur ça. Et à force de se focaliser sur la lumière, au fait, la pièce va s'éclairer. Et je suis celui qui se dit tout le temps que, au fait, le soleil est toujours derrière l'éclipse. Oh. Et que l'éclipse est temporaire. Le soleil est toujours derrière et ça reviendra. Et je vois toujours le verre à moitié plein parce que je dis le verre à moitié plein, c'est l'énergie positive. Tu sais que je vais continuer et ça va se remplir. Le verre à moitié vide, c'est l'énergie négative. Ton énergie va aller empêcher que le verre se vide. Et mes équipes me connaissent pour ça. Donc moi, c'est toujours entretenir l'espoir. Et finalement, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Donc encore, ce sont des jumelles. Oui. L'intégrité, c'est au fait quelque chose qui est interne à toi. En fait, si je devais, disons, schématiser un peu les deux, si je prends, disons, un arbre, l'intégrité, c'est les racines qu'on ne voit pas, mais qui nourrit l'arbre. Et l'honnêteté, c'est l'arbre et ses fruits. C'est ce qu'on voit. Sans intégrité, sans racine, il n'y a pas d'arbre. Souvent, les gens ont tendance à croire qu'on peut être honnête sans être intègre. Non, on ne peut pas être honnête sans être intègre. Ta face visible doit être, au fait, la réplique de ta face cachée. Et quand il y a, disons, quand c'est déconnecté, c'est là où tu entends des commentaires du genre, et pourtant, lui, mais on ne savait pas que lui pouvait faire des choses comme ça. Parce que, en fait, quelque part, c'est déconnecté. Donc, moi, je les mets encore ensemble, intégrité et honnêteté. Donc, en résumé, c'est ça mes 5 valeurs. La foi au milieu, l'altruisme, l'apprentissage et le partage, la pensée positive, l'intégrité et l'honnêteté, qui forment ensemble la boussole qui me guide pour atteindre ma mission de vie, qui est d'être un apprenant éternel et d'utiliser ma connaissance et mes compétences pour voilà, appuyer d'autres personnes à grandir, à se développer et à prospérer. Merci beaucoup. Je pense que j'ai très bien fait de poser cette question. Et Adama, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. A été ou est enrichissant. J'ose croire qu'on aura l'occasion d'approfondir davantage. Et pourquoi pas, si le public en demande, pourquoi pas faire un en Bambara pour que la grande partie, certainement, la langue française va être internationale, certainement, mais on pourra également revenir sur ces concepts-là en Bambara pour permettre à beaucoup de personnes de comprendre dans les jours à venir. En tout cas, merci beaucoup, Adama. Merci infiniment, c'était un plaisir. Et de partager ce moment avec toi, qui a été un moment d'apprentissage, nous, on a appris également à travers ce partage-là. Et merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'était Adama Coulibaly. Il n'a pas voulu dire là où il travaille, mais je vais quand même dévoiler. Adama travaille au niveau de Oxfam, à un poste global. Et Adama est malien. Et on était content. Moi, j'étais content d'apprendre que Adama a les parents habituels actuellement au Mali et qui sont dans une zone où je suis passé. J'ai eu mon bac notamment à Kadjolo. Et aussi, Adama a fait tout le chemin étant un enfant ordinaire comme nous tous et qui a suivi un parcours pour être au niveau aujourd'hui. Donc, comme il le disait au départ, ce n'est pas là où tu commences au fait. Tu peux commencer derrière, mais c'est à toi de faire le chemin pour arriver là où tu veux être dans la vie. Merci beaucoup Adama et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour moi.